Aujourd'hui, donc c'est notre deuxième clinique. On en a fait une il y a à peu près un mois sur plus la posture individuelle. Et puis aujourd'hui, on va explorer plus la dimension des écosystèmes. Stéphane, tu peux avancer. Donc au niveau des forces fraîches, on le disait, on en parlait un petit peu. Donc c'est une communauté qui rassemble plus de 2000 personnes maintenant à travers son groupe Facebook. Et il y a eu plusieurs, donc il y a les cliniques virtuelles, il y a eu donc le fameux sommet. Donc il y a plusieurs choses qui gravitent autour justement à la fois des propositions et des opportunités là dans cette communauté. C'est vraiment David qui tient l'espace pour ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus à lui écrire. Je suis sûre qu'il sera ravi de répondre à vos questions. Stéphane et moi, donc nous, on est de la firme Kenos Conseil. On est deux anciens de la ville de Montréal. C'est là qu'on s'est connus. En fait, Stéphane, il m'a embauché à la ville de Montréal au laboratoire d'innovation urbaine. Et on arrivait tous les deux de parcours assez différents. Moi, j'étais dans une table de concertation auparavant, plus en développement local et développement social. Stéphane a plus un background un petit peu techno, données, mais aussi, je dirais, innovation sociale par ses convictions et ses engagements personnels. Et on s'est retrouvés donc à la ville de Montréal. Et quand on a quitté, on a décidé de s'associer, de créer Kenos Conseil sur plusieurs prémices, mais une de nos prémices, c'était vraiment qu'en innovation, il y avait un peu un manque peut-être entre certaines théories, certaines approches dans des contextes notamment organisationnels et la mise en pratique, la réalité quand on essaie vraiment d'innover ou d'amener des changements. Voilà, ayant nous-mêmes été dans des rôles d'innovation et des gestionnaires, on s'est rendu compte que dans le concret, il manquait peut-être certains outils qu'on pouvait amener et partager ces outils-là et notamment cette idée que l'innovation, c'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment un moyen par rapport à des aspirations, à des changements plus grands, et que c'est vraiment la transformation qui est au cœur de cette intention. Et c'était important aussi pour nous de combiner développement organisationnel et développement individuel. Notre constat, c'était que souvent, les experts avaient l'une ou l'autre des spécialités, mais pour faire des changements réussis, il fallait rassembler ces deux éléments, la posture individuelle et le contexte plus organisationnel ou systémique pour que le changement se fasse. Et évidemment, les pratiques participatives, parce que pour nous, c'est un peu une évidence qu'on ne peut plus travailler de façon top-down et surtout faire les changements par et avec les gens et non pas imposer des changements qui font pas toujours de sens. Donc voilà, basé sur ce qu'on appelle nous notre modèle des 4 pétales, on a développé une offre de service et commencé à faire des accompagnements ancrés dans ces principes-là. Tu peux avancer, Stéphane. Un modèle aussi peut-être que vous avez dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc le modèle tête-cœur-main, qu'on essaie vraiment d'incarner aussi dans toutes nos démarches. Donc la tête qui représente le cognitif, les connaissances, le savoir, mais aussi la partie réflexive. Le cœur qui est davantage la partie émotionnelle, engagement, le sens, et la partie des mains, du corps, qui est le passage à l'action et le fait d'incarner. Et souvent, dans les organisations, il va y avoir beaucoup d'opérations, parfois de la réflexion, et c'est plus dur de vraiment aligner la partie sens. C'est souvent un des éléments qui est manquant, ou alors c'est l'inverse, on a beaucoup de sens parce qu'on fait les choses avec conviction, mais on prend peut-être pas toujours le temps soit de reculer, de réfléchir, ou on ne sait pas toujours comment convertir ça en action. Donc vraiment, cette horizontalité entre ces 3 éléments qui nous semble vraiment important pour, encore une fois, réussir les projets, les transformations. Stéphane, voilà. Donc, au niveau donc, de la série, je ne l'ai pas nommée tantôt, je parlais de cette collaboration. Donc, la série Innover, se transformer, agir. Donc, dans un peu ce que je vous disais tantôt, dans notre constat que peut-être il manquait certains outils ou certains liens entre des théories et des outils et le passage à l'action, on a décidé de créer une formation dont la première édition a eu lieu au printemps dernier, qui s'appelle donc Innover, se transformer, agir. Vous pouvez faire le lien vraiment avec le modèle des 4 pétales, avec cette idée de essayer de faire les choses autrement, de challenger le statu quo, se transformer soi, parce que beaucoup de choses passent par notre posture de leader, transformer notre écosystème et passer à l'action pour que ça ait de l'impact.
Et cette formation, donc là, on l'a étendue à cette collaboration avec les Forces fraîches autour, donc notamment la première clinique du 31 octobre sur la posture individuelle. Il y a 2 semaines, on a aussi fait un webinaire informatif puisqu'au mois de janvier, la formation sera donnée à Québec. Aujourd'hui, c'est la deuxième clinique sur la dimension systémique. Et en décembre, donc la semaine prochaine, on fait un autre webinaire informatif si jamais vous voulez en savoir plus sur la formation. Et voilà, donc la formation, je l'ai déjà mentionnée. Et si jamais vous aviez un intérêt, ben voilà, sachez que les participants, participantes à la clinique ont un petit rabais. Voilà. Aujourd'hui, donc la dimension systémique, les objectifs sont les suivants. Comprendre le rôle et l'importance d'une réflexion systémique dans le cadre d'une démarche de transformation et découvrir un outil qui pour nous semble un outil qui peut aider à prendre de la perspective et à prendre du recul voilà, sur cette dimension systémique, donc un outil simple et accessible pour intégrer la dimension systémique dans une démarche. Donc, on va passer en mode un peu présentation, là, puis nous, on va vous amener un peu les éléments qu'on a pour vous amener, vous aider à réfléchir sur ces sujets-là. Je dirais la première chose, on vous met une petite question aussi à garder en tête pendant qu'on vous parle, c'est quels sont les défis que vous vivez dans votre écosystème. Puis une des idées, ça va être de voir un peu après la présentation si les outils qu'on vous amène vous amènent à cheminer un peu sur ces questions-là. Euh, Lors de la dernière, de la clinique numéro 1, en fait, on a présenté cette image, ce diagramme, qui amène un peu à un changement de posture individuelle entre une approche qu'on va appeler très égo, avec, bon, oui, l'homme au-dessus des animaux et du reste, mais de manière générale, des gestionnaires qui ont tendance à se considérer comme au-dessus et que dans un rôle vraiment de prise de décision au nom de tout le monde, versus une perspective écosystémique où c'est ça, le leadership, en fait, le leader fait partie de sa communauté, fait de son groupe, et on a amené la notion de leader hôte, donc qui est vraiment de créer les espaces pour permettre la collaboration, pour permettre qu'en fait tout le monde trouve sa place et tout le monde peut jouer un rôle actif, ce qui est la façon dont marchent les écosystèmes à toute fin pratique. Euh, Nous, comme l'a montré Fedi un peu dans le modèle à 4 pétales, la dimension individuelle et la dimension organisationnelle ou systémique, en fait, se parlent beaucoup. Et cette idée de dire, le leader hôte fait partie de son écosystème, c'est parce qu'il faut qu'il soit capable justement de comprendre cet écosystème, de comprendre le système dans lequel il évolue. Ça ne veut pas dire que dans l'autre modèle, on va dire le leader visionnaire ou le leader plus autoritaire a pas besoin de le comprendre, mais il peut se permettre d'avancer sans nécessairement comprendre tant que ça. Tout à l'heure, Catherine parlait de la plante, il faut la comprendre. En fait, la notion de réflexion systémique d'écosystème, c'est pas juste de comprendre les pièces individuellement, mais de comprendre comment les pièces échangent, travaillent entre elles, et donc de se questionner autant sur les relations entre les acteurs de l'écosystème que des relations, que des membres de l'écosystème à proprement parler. Et nous, on va apporter un autre modèle qu'on utilise quand même assez régulièrement, qu'on appelle le two loops ou deux boucles, qui nous vient du Berkana Institute. Euh, donc, la logique du two loop, c'est de regarder un peu, et c'est basé sur des évaluations empiriques, de comment est-ce qu'on voit des transitions de systèmes se passer, comment est-ce qu'on voit des systèmes évoluer de manière assez tranquille. Le modèle, il a, je dirais, deux grands aspects. Il a un aspect descriptif, c'est-à-dire qu'il décrit des choses qui ont été vues. Et je dirais, c'est sa grande force. Puis il amène des petits éléments, je veux dire, presque prescriptifs, dans le sens qu'il guide un peu pour un leader hôte, pour un leader qui a envie d'amener une transition, des pistes de choses à considérer, à prendre en compte quand on veut faire évoluer un système ou quand on veut amener des transitions de système. Euh, donc, on part du principe, de l'hypothèse qu'il y a un système dominant qui existe et un système émergent qui a envie de prendre place, qui a envie de créer du changement en bout de ligne. Comment cette dynamique de passage de l'un à l'autre se fait? Il y a différents éléments. D'abord, souvent, il faut considérer que le système émergent vient lui-même de pionniers et de pionnières qui étaient dans le système dominant, qui sont
nés, qui existaient, qui travaillaient dans le système dominant et qui ont perçu les limites de ce système, les enjeux que ça soulevait, etc. et qui se sont désolidarisés du système dominant pour tranquillement commencer à réfléchir à des éléments d'un nouveau système. Souvent, ces pionniers, ils peuvent venir de toutes sortes de milieux, de cadres, et au début, ils existent de manière très indépendante. C'est des individus, des groupes d'individus qui vont, je vais dire, quitter, puis quand on dit quitter, là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on se met au banc de la société, mais qui lancent une réflexion, qui lancent des actions qui sont en marge des principes du système dominant. Et ce qui va se passer petit à petit, c'est que ces pionniers qui souvent habituellement travaillent de manière relativement indépendante, vont commencer à créer des réseaux, ils vont se connecter entre eux, il va y avoir une mise en réseau qui en fait va leur permettre de petit à petit renforcer leur influence parce qu'ils sont plus seuls, ils se rendent compte qu'ils ont des éléments de vision qui sont communs. Et petit à petit, ils vont aller vers des communautés de pratique, des regroupements dont l'influence va aller en augmentant. Cependant, à partir du moment où les pionniers ont quitté, ça n'empêche pas que le système dominant continue à fonctionner. Et ce que nous dit le modèle du Toulouse, c'est qu'en fait, c'est important que le système dominant continue à fonctionner et notamment qu'il y ait des acteurs qui jouent le rôle de stabilisateur. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui quitte d'un coup, mais il y a quand même des acteurs qui continuent à faire vivre ce modèle simplement parce que souvent, il y a beaucoup de monde qui repose dessus. Et on ne peut pas le laisser s'effondrer. Puis de manière, la raison pour laquelle les stabilisateurs opèrent en général, c'est pour s'assurer justement que le système existant continue à fonctionner. Et tranquillement, on va avoir une phase de transition avec le système dominant qui va aller dans ce qu'on va appeler en anglicisme de l'hospicing, c'est-à-dire qu'on va tranquillement l'amener à disparaître pour amener à ce qu'on appelle le compost, c'est-à-dire en fait certaines compétences, capacités qui existaient dans le système dominant et qui vont être réutilisées dans le système émergent de manière à ce que tout le monde trouve un peu sa place et que le système émergent puisse répondre aux besoins de la majorité et vraiment qu'on puisse avoir une transition où le système émergent devient petit à petit, on va dire, le système dominant lui-même. Là où ça amène des éléments, comme je disais, qui sont un peu prescriptifs, donc ça décrit un peu un changement de phase, un changement d'état. Là où ça peut amener les leaders, notamment les leaders hôtes, à réfléchir comment ils peuvent faire leur action, il y a différents éléments. Il y en a deux principaux. Le premier, c'est vraiment une notion de maturité, c'est-à-dire de comprendre que quand je me situe dans la partie gauche du système émergent, mon système n'a pas encore la maturité pour avancer. Il faut vraiment en tant que leader, par exemple, en tant que personne qui a envie de contribuer à un changement, renforcer la mise en réseau, la mise en connexion et l'augmentation de l'influence de mon système émergent avant qu'il puisse jouer un rôle. L'autre chose, c'est réfléchir à quels sont les mécanismes de compostage et d'accueil des acteurs qui viennent du système dominant. Ça, c'est important pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on ne veut pas créer un système à deux vitesses, puis dans lequel on ressort, on exclut, on va dire, ceux qui faisaient partie de l'ancien système. Et la deuxième, c'est parce qu'on veut être capable, au contraire, même de les accueillir et de bénéficier de leurs connaissances, de bénéficier de leur capacité à contribuer au système émergent. Et là où, pour nous, ça fait beaucoup le lien aussi avec la posture de leader hôte, c'est qu'en fait, ce que nous invite à faire le modèle du Toulouse, c'est pas à réfléchir entre eux versus nous. Si je suis dans le système émergent, ça veut pas dire que les gens qui sont dans le système dominant sont des mauvaises personnes ou qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils s'opposent au changement. Souvent, c'est simplement que pour toutes sortes de raisons, ils sont liés au système dominant. Et donc, en tant que leader hôte, il faut faire preuve d'empathie et de compréhension de ce que vivent les gens qui sont liés à ce système et de voir en fait quels sont leurs freins et comment, à travers justement les pratiques, et je sais que le terme compostage peut sembler un peu rude, mais à travers cette notion de compostage, ils vont réussir à trouver une place dans le nouveau système et qu'ils ne sont pas liés de manière indéfinie au système dominant existant et qu'on va leur trouver une place, que leurs compétences, que leur expérience est valable et est utile dans le nouveau modèle. Un autre petit élément à ajouter là-dessus, c'est que ce modèle peut s'appliquer à différentes échelles. Je vais donner des exemples.
Mais souvent, il peut s'appliquer dans notre écosystème très proche, autour de nous, les gens avec qui on travaille, et il peut être réfléchi d'une manière beaucoup plus globale. Donc, par exemple, nous, en ce moment, on travaille avec l'Insectarium de Montréal et on les amène à réfléchir justement ce système du Toulouse à deux niveaux. L'insectarium, comme la ville de Montréal, réfléchit beaucoup aux enjeux de crise climatique et de crise multiples en général. Et ça fait que l'action qui se fait au niveau municipal et au niveau notamment de l'insectarium est beaucoup sur, OK, comment est-ce qu'on réfléchit différemment à la place de l'homme? Comment est-ce qu'on est capable de passer de modèles extractifs à des modèles plus justement écosystémiques, dans lesquels l'humain a une relation plus d'égal à égal avec l'environnement et des choses comme ça. Donc, on est sur des choses très larges et là, on réfléchit vraiment aux grandes forces des modèles économiques, des modèles sociaux. Donc là, on prend les systèmes vraiment à un niveau très élevé. Mais en même temps, l'insectorium a aussi une réflexion sur, bah, moi je suis un musée, c'est quoi mon modèle de musée? C'est quoi le système dominant dans lequel je fonctionne en tant que musée au niveau local? C'est qui mes parties prenantes? Comment ils me perçoivent? Puis comment moi je veux évoluer? C'est quoi la nouvelle mécanique, la nouvelle réflexion dans laquelle moi je peux me positionner en disant, bah, en tant qu'institution muséale, je veux moi-même devenir un nouveau système et un système émergent. Donc souvent, cette notion de Toulouse, de boucle, peut autant se réfléchir à très très haut niveau qu'il peut se réfléchir vraiment à un niveau beaucoup plus de notre écosystème local et de comment on fonctionne en bout de ligne. Un autre exemple pour vous montrer un peu comment ça peut se jouer aussi à des niveaux assez profonds. Donc, on a fait un accompagnement notamment avec la ville de Montréal sur des questions de transition au niveau des sources d'énergie et de la décarbonation des bâtiments. Et on a vraiment réfléchi à c'est quoi les systèmes de valeurs qui soutiennent l'existant et le système émergent. Donc, par exemple, au niveau urbain, sur l'existant, on était beaucoup sur des éléments patrimoniaux. Et le fait que bah, le cadre bâti qui existe à Montréal aujourd'hui, il est une identité pour beaucoup de monde. Et donc, ça veut dire que beaucoup d'éléments qu'on dit, ah bah là, il y a le patrimoine, c'est difficile d'un point de vue transition socio-écologique, c'est des bâtiments qui sont difficiles à décarboner, mais ça représente un système de valeurs aussi qui n'est pas nécessairement à faire disparaître. On ne veut pas nécessairement enlever la partie de l'identité culturelle parce qu'on veut soutenir des valeurs qui sont plus sur la décarbonation. Donc là, les boucles se parlent aussi. Et par exemple, le système émergent, qui est le système, on va dire, plus orienté sur la décarbonation, ben, il peut recevoir des éléments de valeur qui viennent du système dominant. Et il y a non seulement le compost des humains, des individus qui font partie de ce système-là, mais il y a même des valeurs, des idées qui peuvent arriver. Et ça fait que dans les travaux qu'on est en train de mener avec eux, ben oui, il y a des valeurs, il y a des éléments sur le patrimoine, l'identité culturelle, urbaine qu'on a qui tranquillement sont en train de s'imbriquer, de se tisser avec les valeurs du système plus émergent sur la décarbonation. Donc, c'est un peu l'idée, et nous, c'est un outil qu'on utilise vraiment comme une inspiration et comme un outil de réflexion pour se dire, OK, aujourd'hui, où on en est, là, on peut amener nos parties prenantes à réfléchir à où on est rendu dans ces transitions de système. C'est quoi le système dominant? C'est quoi le système qu'on souhaite voir émerger? Et à quelle échelle il se trouve pour ensuite un peu déterminer c'est quoi les étapes suivantes qu'on pense qu'on peut mener collectivement. Nous, on amène ça avec une espèce de petite matrice qu'on a créée chez Kenos avec Fedia sur différentes dimensions et différents éléments qu'il faut prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le Tooloops nous permet de répondre à certains éléments. Donc, par exemple, nous, le Tooloops, on la ramène beaucoup sur l'élément de connexion parce qu'on cherche à connecter les deux loops. On ne cherche pas à les dissocier. On ne cherche pas à faire comme si c'était deux environnements différents, mais au contraire, comment on crée le lien et comment on crée la transition tranquillement. Et évidemment, ça nous amène à réfléchir aux éléments de sens. Donc, comment est-ce qu'on fait du sens dans cette transition? Et ça nourrit aussi les méthodologies, c'est-à-dire que quand on mobilise des outils, des processus, des mécanismes, on est vraiment capable de les mettre au service de la transition qu'on s'est entendu avec les personnes avec qui on travaille, qu'on souhaite réaliser.